Bienvenue à toutes et à tous, certains membres de l'association Stoa Gallica. C'est une rencontre, virtuelle, stoïcienne virtuelle, que nous avons l'habitude de faire pour, les membres de Stoa Gallica à raison de 3-4 fois par année. C'est une manière de se retrouver, d'être ensemble et de discuter d'un sujet, en particulier. Donc aujourd'hui, ce sera le thème, de la mort, apprendre à mourir pour apprendre à vivre. Et puis, nous accueillons aussi, ce soir, les personnes qui sont inscrites au défi 28 jours pour apprendre à mourir. Voilà, donc exceptionnellement, on ouvre cette rencontre, stoïcienne, à d'autres personnes, extérieures à l'association. Donc, à vous aussi, bienvenue, ce soir. Le but de cette, rencontre, c'est de discuter, du thème, de la mort et comment le stoïcisme, en particulier les stoïciens impériaux, Épictète, Marc Aurèle et Sénèque, envisagent, la mort et l'apprentissage de la mort pour mieux vivre. En sachant qu'il s'agit bien, comme lors de toutes nos rencontres, de discuter, d'échanger, et non seulement, comme dans une conférence, de parler pendant 1 heure et puis ensuite de prendre les questions. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, à intervenir. Des questions pour mieux comprendre, la pensée stoïcienne à ce sujet ou, simplement pour, réfléchir à sa pertinence, pour nous aujourd'hui. Donc, apprendre à mourir pour apprendre à vivre, vous voyez le lien avec, le défi, qui va commencer sous peu, 28 jours pour apprendre à mourir. L'idée un petit peu de cette rencontre, aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait, s'exercer à mourir, apprendre à mourir? Pourquoi relever ce défi finalement? Et l'idée, l'objectif finalement de cette, rencontre, c'est, de comprendre qu'il s'agit, de s'exercer à mourir, d'apprendre à mourir, de penser la mort pour apprendre à vivre, c'est-à-dire pour mieux vivre. Et donc d'où le titre de cette rencontre. La première citation, pour lancer un petit peu le sujet, est la suivante: «Il est noble, nous dit Sénèque dans les Lettres à Lucilius», donc Sénèque, philosophe stoïcien, hem, dans ses Lettres à Lucilius, un de ses amis qu'il, vise à convertir au stoïcisme et à adopter le mode de vie stoïcien petit à petit, à travers plus d'une centaine de lettres. Là, on est à la lettre 26 et voici ce qu'il dit sur le thème de la mort. «Il est noble, dit-il, d'apprendre à mourir. Tu juges superflu peut-être d'apprendre ce qui n'est applicable qu'une fois. Mais c'est précisément pour cela que s'exercer est nécessaire. Il faut étudier sans cesse ce que, faute d'expérience, on n'est pas certain de bien savoir. Donc, apprendre à mourir, pourquoi? Est-ce seulement possible? C'est des questions qu'on pourrait se poser et à laquelle répond ici Sénèque. Et ce sont ces questions-là, justement, qu'on va aborder aujourd'hui à travers le prisme de la philosophie stoïcienne en particulier et de nos propres réflexions, ancrées finalement dans le quotidien et dans l'expérience vécue. Heu je parle notamment pour Blaise Alexandre et moi-même. On a prévu 3 temps pour cette soirée, pour cette rencontre. Le premier temps sera consacré au fait de transformer son regard sur la mort. Vous savez que pour les stoïciens, il est important, les représentations que l'on a sur les choses, ont une influence, très importante sur la manière dont on va vivre les choses, dont on va vivre ce qui nous arrive et donc le premier point est de transformer notre regard sur la mort pour pouvoir, la vivre, que ce soit notre propre mort ou la mort, de d'un autre, pour pouvoir la vivre de la meilleure, façon possible. Donc changer de perspective sur la mort pour l'accueillir plus sereinement, ce phénomène naturel. Ça, ce sera le premier point. Ensuite, le deuxième temps sera, se préparer à mourir pour apprécier à sa juste valeur l'instant présent. Donc c'est vraiment le cœur de notre intervention. C'est vraiment apprendre à mourir pour apprendre à vivre. Et puis le troisième temps, vivre en ayant la mort à l'esprit,
Et là, il y a toute la dimension exercice qui va apparaître avec des exercices. Comment est-ce qu'on peut s'exercer, à la mort? Comment est-ce qu'on peut au quotidien avoir, justement se préparer, à la mort? Et qu'est-ce que ça implique concrètement? Quelle est un petit peu l'attitude, la disposition intérieure que ces exercices, vont pouvoir, susciter en nous? On va commencer avec, ce premier temps, donc accueillir la mort, ce phénomène naturel. Et tout d'abord, on va voir comment on peut transformer son regard sur la mort avec les 3 grands stoïciens impériaux, Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Tout d'abord, transformer son regard sur la mort avec, Marc Aurèle. Il existe, en effet différentes manières de penser la mort, comme alors comment les philosophes antiques et les stoïciens en particulier pensent la mort? Heu, Tout d'abord, avec Marc Aurèle, je vous propose de lire cette première citation. Marc Aurèle nous propose de changer de perspective sur la mort pour la considérer non comme quelque chose à craindre, mais au contraire comme un phénomène naturel et nécessaire qu'il s'agit d'accueillir, un événement qui convient d'accepter comme faisant partie de la nature des choses. Qu'est-ce que la mort nous dit Marc Aurèle dans les pensées pour moi-même, au livre 2. Marc Aurèle nous dit ceci: qu'est-ce que la mort? Si on la considère en elle-même, si l'analyse de la réflexion dissipe tout ce qu'on imagine en elle, on ne verra dans la mort rien de plus qu'un acte de la nature. Et puis, dans la pensée suivante, il dit ceci, donc au livre 9 cette fois: «Ne méprise pas la mort, mais fais-lui bon accueil». On voit la disposition qu'on doit avoir vis-à-vis de la mort pour Marc Aurèle, l'accueil, car elle est une des choses voulues par la nature. Et on retrouve là encore le fait que la mort est une des choses, qui fait partie de la nature. La dissolution de ton être fait partie des phénomènes naturels qui marquent les saisons de la vie, tout comme la jeunesse et la vieillesse, la croissance et l'âge adulte, la poussée des dents, de la barbe et l'apparition des cheveux blancs, la procréation, la grossesse et la naissance. De même que tu attends aujourd'hui le moment où l'embryon sortira du ventre de ta femme, accueille de même le moment où ta petite âme sortira de son enveloppe. Donc on voit que ici, pour se défaire des craintes que la mort peut susciter, Marc Aurèle fait appel à la définition physique de la mort. Il parle, par exemple, de la dissolution de ton être. Il parlera, encore plus loin dans une autre, pensée, de la dissolution des éléments dont tout être vivant se compose. Donc on voit, où il parle du moment où ta petite âme sortira de son enveloppe. Donc il essaie de décrire physiquement, la mort, ce phénomène naturel, pour lui enlever tout ce qu'on met sur ce mot, tout ce qu'on imagine autour de la mort. Et juste une petite précision, de contexte, pourquoi, ces pensées-là, elles sont nombreuses dans les pensées de Marc Aurèle, ces pensées sur la mort, cette méditation de la mort. Il faut bien se rappeler que l'empereur romain côtoie, quotidiennement la mort, sur les champs de bataille, tout d'abord, mais aussi dans sa vie privée puisque seuls 5 de ses, 13 enfants ont atteint, l'âge adulte. Donc cette transformation du regard porté sur la mort, que propose Marc Aurèle, permet à Marc Aurèle lui-même, à travers l'écriture, la méditation quotidienne, de l'accepter comme un événement naturel et d'éviter ainsi, le trouble engendré par sa négation. Considérer la mort comme un phénomène naturel permet en effet de l'accepter, plus facilement, ce que, la pensée suivante, aussi, nous dit. Tout ce qui arrive, nous dit Marc Aurèle, est aussi habituel et familier qu'une rose au printemps ou des fruits en été. Il en est de même pour la maladie, la mort, les ragots, les complots et tout ce qui réjouit ou afflige les insensés. Donc il s'agit pour la mort, comme pour ces autres choses qu'il cite, non pas de se réjouir ni de s'affliger, mais de l'accueillir comme un événement qui arrive de manière naturelle. La mort est un processus naturel, commun à l'ensemble du vivant et de l'univers dans son ensemble. Euh, on peut penser par exemple au cycle de vie et de mort des étoiles, étudié par l'astrophysique. Et Marc Aurèle propose ici de remettre donc la mort dans un contexte beaucoup plus large,
on le voit donc dans le cycle, de la vie et de la mort, celui de l'univers dans son ensemble, l'ordre des choses, dont il faut, pour les stoïciens, ni se réjouir ni s'affliger, mais l'accueillir comme on accueille une rose au printemps, ou des fruits en été. C'est-à-dire l'accepter comme on accepte que le soleil se couche chaque soir, pour se lever chaque matin, comme on accepte la transformation perpétuelle du monde. Transformation perpétuelle dont Marc Aurèle, à plusieurs reprises dans les Pensées, nous parle, ne cesse de nous rappeler, de se rappeler à lui-même. «Tout se transforme», dit-il, «toi-même tu ne cesses de changer et en un sens de mourir, de même tout l'univers». Donc Marc Aurèle nous propose ici de considérer la mort d'un point de vue physique. La matière et l'univers dans son ensemble connaissent aussi la dégradation et la mort. Toutes les choses de ce monde meurent, y compris les étoiles. Et ce que décrit ici Marc Aurèle, c'est une réalité cosmique, finalement, qui nous permet de prendre de la hauteur, et on reconnaît là l'exercice du regard d'en haut, sur notre propre existence, sur notre propre finitude, et de replacer notre vie et notre mort dans un contexte beaucoup plus large, afin de l'accepter comme un phénomène naturel, commun à tous les êtres, et tout à fait cohérent avec l'ordre de l'univers dont nous faisons partie. Voilà, ça c'est le 1er point, donc Marc Aurèle qui nous enseigne à transformer notre regard sur la. Alors, il y a une question concernant le, diaporama. Oui, je vais vous l'envoyer après après la réunion, la rencontre. Comme ça, vous aurez aussi le diaporama. Je l'ai envoyé déjà aux membres de Stoa Gallica et j'ai oublié de le joindre, lorsque j'ai invité les personnes qui sont inscrites au défi, 28 jours pour apprendre à mourir. C'est un oubli de ma part, je l'enverrai dans un prochain message. Alors, je regarde juste, mes messages, une seconde, pour voir si Blaise Alexandre a pu se connecter. Pas de nouvelles. Je continue. La deuxième manière d'accueillir la mort, et de transformer son regard sur la mort, avec Sénèque, heu, est légèrement différente. Donc on va voir comment Sénèque, dans les Lettres à Lucilius, va proposer à Lucilius, lui aussi, de transformer son regard sur la mort. Donc même objectif que Marc Aurèle avec les citations qu'on a lues, heu, mais là, il va considérer la mort comme un processus graduel, plutôt qu'un événement, soudain qui arrive, à un instant T. Donc vous allez voir, dans les différentes, citations. Tout d'abord, première citation, c'est la première lettre, à Lucilius, de Sénèque sur, le temps, donc lettre, assez célèbre et où il parle aussi, du coup de la mort. «Là est l'erreur», dit-il en effet. «Nous ne voyons pas la mort que devant nous, nous ne voyons la mort que devant nous, alors qu'une grosse partie de la mort est déjà dans notre dos. Tout ce que nous laissons derrière nous de notre existence appartient à la mort. Saisis-toi de toutes tes heures, ainsi tu dépendras moins du lendemain, pour avoir opéré une saisie sur le jour présent. La vie court pendant qu'on la remet à plus tard.» Donc chaque jour, je ne vais pas pouvoir tout commenter parce elle est assez riche, finalement, et puis il y a des éléments sur lesquels on va revenir plus tard, notamment dans la deuxième partie sur ce que la conscience, de la mort permet comme changement d'attitude, de disposition intérieure et donc comme manière de vivre. Donc j'aimerais insister surtout sur le changement, la transformation du regard sur la mort elle-même, donc comment on la considère. Donc chaque jour pour Sénèque, je meurs un petit peu plus et donc la mort n'est pas seulement devant nous, dit-il, mais en grande partie derrière nous et ce changement de perspective va nous habituer, à la pensée de la mort. Chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus de la mort. Il s'agit de changer un petit peu de perspective, sur la mort et là encore, cette, perspective, sur la mort que nous propose Sénèque peut
faire écho à une autre réalité physique que nous connaissons bien aujourd'hui, à savoir, par exemple, le renouvellement permanent des cellules du corps. Dans notre corps, les anciennes cellules sont remplacées par de nouvelles cellules à travers un processus permanent de renouvellement. Le point de vue de la biologie, donc, ici, nous apprend que la mort est nécessaire à la vie. Et dans la même perspective, on pourrait dire que il n'y a rien de plus vivant qu'un arbre mort. Si vous regardez une souche d'arbre mort, eh bien, la décomposition de la matière organique va permettre l'apparition et le développement d'une multitude d'êtres vivants. Et donc le développement de la vie. La vie a besoin de la mort pour se développer. La mort fait partie du cycle de la vie. On retrouve cette idée de cycle qu'on avait déjà chez Marc Aurèle, et du cycle de vie de l'univers entier également, à petite comme à grande échelle. Donc, on l'a vu avec la souche d'arbre, avec les cellules du corps. On peut le voir aussi avec les étoiles et ce que nous apprend à la fois l'astrophysique donc et la biologie. Je continue avec Sénèque, qui ne parle pas de la mort, seulement à cet endroit et de cette idée-là, mais qu'il développe aussi, plus loin. Dans la lettre à Lucilius 24, il revient sur ce thème, sur cette même idée, toujours dans l'idée de changer de perspective sur la mort. Donc, il dit ceci: «Oui, chaque jour nous retire une portion de notre vie. Alors même que l'être est en croissance, la somme de ses jours décroît. Nous avons laissé derrière nous le bas âge, l'enfance, l'adolescence. Tout le temps écoulé jusqu'à hier est perdu pour nous. Ce jour même que nous vivons est partagé entre la vie et la mort. Comme ce n'est pas la dernière goutte d'eau qui épuise l'horloge à eau, mais tout ce qui en a découlé auparavant, ainsi l'heure dernière où nous cessons d'être ne fait pas la mort à elle seule, mais seule la consomme. Nous arrivons alors au terme, mais depuis longtemps nous y venions.» On retrouve cette même idée que la mort est un processus graduel et non, heu et non un événement soudain, subi. Pour Sénèque, heu, la pensée de la mort n'est donc pas inutile. Ce changement de perspective qu'il propose à Lucilius a pour but de lui faire prendre conscience du temps qui passe, et de l'importance du coup de saisir, chaque instant, chaque heure du jour, ne pas remettre à plus tard ce qui importe vraiment, car le temps s'écoule et nous mourrons, chaque jour un peu plus. En d'autres termes, vivons, tant qu'il en est encore temps. Et puis ça fera la transition, effectivement avec la 2e partie, apprendre à mourir pour apprendre à vivre. Mais avant, je vous propose, de passer à Épictète, 3e philosophe, stoïcien qui nous propose lui aussi de transformer notre regard sur la mort et d'envisager, sereinement la mort, avec Épictète. On va voir. Alors je regarde. Je vois qu'il y a une question. Hem, Ont-ils un jour écrit sur l'immortalité, l'imaginant imaginant qu'on puisse un jour l'atteindre en tant qu'humain, voire simplement de considérer des êtres vivants plus ou moins immortels, comme certaines méduses que j'imagine qu'ils ne connaissaient pas à cette époque? Ouais, alors là, toute la question de l'immortalité ou de la vie après la mort, alors il n'y a pas de consensus, disons, chez les stoïciens, pour répondre rapidement. Hem, donc voilà, je pourrais pas donner une seule réponse. Hem, en ce qui concerne, les méduses, par exemple, les êtres vivant extrêmement longtemps, j'ai pas connaissance, non plus de propos à leur sujet. En ce qui concerne notre mortalité, d'être en tant qu'être humain, donc c'est de cette mortalité-là qu'il parle, heu, surtout, principalement, les stoïciens. Je dirais donc qu'il y a plusieurs, positions. Certains défendent, l'idée que à la mort du corps, l'âme, se transforme également, donc ne reste plus la même âme, mais va aussi se transformer, l'âme étant, liée, au corps. D'autres vont défendre le fait que l'âme survit un petit moment, selon la manière dont elle a vécu et là on voit quelques échos platoniciens, finalement.
Selon la manière dont l'homme aura vécu, son âme va pouvoir, l'âme du sage par exemple, va pouvoir survivre un certain temps jusqu'à, ce que les stoïciens nomment la conflagration universelle, c'est-à-dire la fin, du monde, de l'univers tel qu'on le connaît, et le début avant le début d'un autre cycle. Puisque dans la cosmologie stoïcienne, là encore n'est pas partagée par l'ensemble des stoïciens. Certains stoïciens la mettant de côté dès le moyen stoïcisme et à l'époque impériale également, finalement ne plus en parler, du tout. Tandis que d'autres, pensent effectivement que le monde est cyclique et donc que nous allons revivre, éternellement, finalement, de manière cyclique, notre vie. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond, à la question. En tout cas, on est loin de manière générale, je dirais que ce que les stoïciens préconisent, c'est de bien vivre sur terre, disons, le temps de la vie humaine, et que, la question de l'âme après, la mort n'est pas centrale. Contrairement, par exemple, au platonisme ou au christianisme, où la vie bonne, la vie l'éthique, le comportement, la manière de vivre ici-bas, dans le monde sensible, durant notre vie sur terre, va être, primordiale pour pouvoir déterminer le destin, le devenir de l'âme après la mort. Donc là, le Phédon de Platon, c'est la doctrine, chrétienne, et cetera. Alors pour Sénèque, par exemple, «L'âme n'est-elle pas immortelle?» demande, Aurélien. Hem, ouais, c'est une bonne question. Et la question d'Éric Bury, je ne sais plus exactement pour Sénèque, je dois avouer. Il faudrait vérifier, mais ce que je sais, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de, disons de c'est pas un principe, c'est pas une vision qui est partagée par l'ensemble des stoïciens et donc que d'un stoïcien à l'autre et en particulier chez Sénèque, qui est peut-être, un des stoïciens les plus hétérodoxes. Il est possible effectivement qu'il conçoive l'âme comme étant immortelle, mais là j'ai pas je saurais pas le dire, répondre avec, affirmation. Et la question d'Éric, sur l'âme, alors là, c'est là aussi une grande question. Qu'est-ce que l'âme pour les stoïciens? Est-ce qu'elle s'arrête avec le souffle, la respiration? Alors, l'âme est corporelle. C'est ce qui anime, c'est ce qui va animer, la matière. Hem Mais, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi l'âme, c'est l'hégémonikon, c'est-à-dire toutes les facultés de l'âme, la faculté de désirer, la faculté de sentir, les sens font partie de l'âme, pardon. C'est aussi, la capacité donc de désirer, la volonté, le désir, le jugement, nos jugements, la représentation. Voilà, donc c'est assez complexe, ça n'est difficile de la réduire seulement au souffle ou à la respiration, même si c'est aussi le cas. Voilà, merci, à Girtis pour, effectivement, pour Sénèque, admet dans la lettre 73 et 102 la possible immortalité de certaines âmes. Donc effectivement, comme je disais, là, il n'y a pas de doxa, disons, établi, de principe établi qui serait partagé par l'ensemble des stoïciens. Voilà, mais pourquoi? Tout simplement parce que ce que propose, le stoïcisme, pour la mort là, puisqu'on discute de la mort, c'est comment appréhender différemment la mort, transformer notre regard sur la mort pour bien vivre. C'est-à-dire que c'est la vie, ici, dans un corps qui intéresse, plus particulièrement les stoïciens et comment bien vivre. Donc finalement, qu'il y ait des différences entre les stoïciens sur cette question-là de l'immortalité de l'âme, ne fait pas tellement de différence sur la manière de bien vivre et les principes éthiques, qu'ils vont suivre dans la vie quotidienne.
Oui, alors il y a une question d'Amérissa, je poursuis, avec les questions, n'hésitez pas. Afin de se défaire de l'idée commune qu'est la peur de la mort, comment pouvons-nous aborder la notion d'accident mortel? Car c'est un événement soudain qui mène à la mort qui par essence est inéluctable. Donc effectivement, on ne sait, ni le lieu, ni l'heure, ni le moment et c'est un des exercices, on va le voir, tout à l'heure, donc j'anticipe un petit peu les exercices que l'on va, que l'on va présenter, mais s'imaginer que l'on pourrait mourir à tout moment, que, ce jour que nous vivons est peut-être le dernier, ça c'est un exercice que proposent les stoïciens et qui nous permet finalement d'être prêts et d'envisager, de visualiser le moment qui peut être soudain, donc de la mort, qui peut être à l'instant et on verra ce que ça engendre comme effet, ce que ça peut avoir comme effet, pour les stoïciens. Pour les stoïciens, ça cet exercice-là, s'il est fait correctement, peut susciter justement un appel à vivre, à bien vivre, de manière urgente. Un petit peu cette urgence, ce caractère urgent de vivre et de bien vivre, si on a conscience qu'il est possible, par accident, par exemple, de mourir dès aujourd'hui ou dès demain. S'il n'y a pas d'autres questions, mais de nouveau n'hésitez pas, je ferai quelques pauses pour aller voir dans le chat s'il y en a. Ah, une question donc, j'en profite. Ne s'agirait-il pas ici encore de laisser de côté tout ce qui ne dépend pas de nous? Bah, effectivement, le moment justement de la mort ne dépend pas de nous, disons que, il y a une image qu'utilise Épictète, mais que reprennent, d'autres stoïciens aussi, c'est le rôle, l'image du théâtre et que la vie que nous jouons, est une pièce de théâtre dont nous ne connaissons pas la longueur. C'est pas nous qui décidons la longueur de la pièce et la longueur du rôle que nous jouons. Donc le destin, la providence, Dieu, selon comment on les nomme, les stoïciens, décide, le metteur en scène, pour filer la métaphore, le metteur en scène décide de la longueur de notre rôle, mais pas nous. Donc ça ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de bien jouer ce rôle, donc de bien vivre le temps qui nous est donné de vivre, effectivement. Alors, je vous propose de continuer, avec la troisième manière de transformer son regard. Il s'agit donc de, transformer son regard avec Épictète. Cet extrait des Entretiens d'Épictète montre quelle est l'attitude du philosophe qui s'est accoutumé à l'idée de la mort. Donc là, on va un petit peu plus loin et on va voir, quel est finalement l'effet de ce changement de perspective sur la mort. Transformer son regard sur la mort, voilà ce que ça donne, nous dit Épictète. Il me faut mourir. Ça, il a bien conscience de la mortalité de l'homme. Il me faut mourir. Si c'est à l'instant, je meurs. Si c'est un peu plus tard, je dîne, puisque c'est l'heure. Après, je mourrai. Comment? Comme il convient à un homme qui rend ce qui n'est pas à lui. Donc là, on voit, de manière assez claire qu'effectivement, l'heure de la mort et même notre vie, ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui nous est donné, que le destin, que la providence nous donne, et que l'on doit rendre à un moment, ou à un autre. Donc Épictète présente ici la mort comme un événement pouvant survenir à tout moment, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais qui ne doit pas nous empêcher pour autant de vivre. C'est-à-dire si je dois mourir, je meurs, mais si je ne dois pas mourir et que c'est l'heure de dîner, je dîne, puisque c'est l'heure de dîner. Donc on voit la sérénité, finalement, la tranquillité, du philosophe à l'idée de sa mort prochaine, qui ne va pas et qui ne doit pas l'empêcher de vivre l'instant comme il convient et de vivre l'instant présent. Bien au contraire. Justement, cette conscience qu'il peut mourir va lui permettre, de vivre sans crainte le temps qu'il lui est donné de vivre. Elle lui permet donc de mieux vivre en ayant conscience, précisément, de la valeur du temps, qu'il lui reste à vivre, de la valeur du temps qui lui est donné, de la valeur du temps qui passe et de l'instant présent, plutôt que dans la crainte d'un événement à venir, qui plus est, inéluctable. Et Sénèque ne dit pas autre chose, finalement, là je
fait un retour à Sénèque parce qu'il exprime cette même idée, dans les Lettres à Lucilius lorsqu'il dit ceci: «Refuser de mourir, c'est ne pas avoir accepté de vivre. Nous avons reçu la vie, à charge de mourir. La mort est le terme où l'on va, en avoir peur est donc une folie». Donc on voit là, l'idée que la même idée, développée par Épictète, et par Sénèque, c'est-à-dire que, heu, accepter de vivre, c'est accepter aussi, les termes du contrat finalement, qui est de devoir mourir. Voilà. Et une fois qu'on a accepté cela, on peut accueillir la mort dès qu'elle arrivera de manière sereine et surtout, vivre, pleinement sa vie. J'en viens à la deuxième partie, donc apprendre à mourir pour apprendre à vivre. Et comme je le disais, pour commencer, il me semblait important, dans cette rencontre aujourd'hui d'insister sur cette finalité de l'exercice de la mort, de la méditation de la mort et de ce défi finalement qu'on vous propose de faire, à partir de ce week-end, 28 jours pour apprendre à mourir. Pourquoi apprendre à mourir? Eh bien, précisément pour apprendre à vivre. La philosophie antique nous propose, effectivement d'apprendre à mourir pour apprendre à vivre, c'est-à-dire pour apprécier à sa juste valeur la vie qui nous est donnée de vivre. Et accepter l'inévitable pour mieux vivre le moment présent, c'est ça finalement la leçon, de la philosophie antique et du stoïcisme en particulier. Mais sur ce point de vue-là, sur ce point précisément-là, apprendre à mourir pour apprendre à vivre, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres écoles aussi, de philosophie antique, chez Épicure par exemple. Voilà ce que nous dit, Sénèque dans son traité, de la brièveté de la vie. Il nous dit ceci: «Mais vivre, il faut l'apprendre toute la vie, et chose plus étonnante peut-être, toute la vie, on doit apprendre à mourir». Et pourquoi? Pour apprendre à vivre. La mort est naturelle et inévitable, donc on l'a vu. On peut très bien vivre, sans y penser, dans l'insouciance ou l'illusion que notre vie sur terre n'aura pas de fin. Ça, c'est un choix possible. Ce n'est pas le choix des stoïciens, mais c'est un choix possible. On peut éviter d'y penser. C'est une attitude, tout à fait, tout à fait, possible, disons, vis-à-vis de cet événement. On peut vivre en pensant qu'effectivement nous sommes immortels. Et c'est ainsi, que l'on vit parfois une partie de notre vie sur terre. Heu Quand on est jeune notamment, c'est vrai que c'est spontanément, on pense pas, forcément à sa mort et puis ce sont des événements qui vont venir. La mort d'un proche, la mort d'un ami, de la famille, d'un grand-parent et cetera et ce sont les événements qui vont, venir, nous rappeler finalement cette mortalité, qui est la nôtre et nous faire penser à la mort, mais disons que spontanément, effectivement, certaines personnes ne vont pas y penser, pendant un certain temps. Hem, mais tôt ou tard, finalement, c'est ça que disent les stoïciens, tôt ou tard, l'idée de la mort va faire son apparition dans notre vie, et il va y avoir cette prise de conscience soudaine, plus ou moins soudaine, de notre finitude, de notre mortalité. Et ce que propose la philosophie, ce que proposent les philosophes stoïciens qu'on lit aujourd'hui, c'est de ne pas attendre que la mort fasse son apparition, fasse irruption dans nos vies, que ce soit la mort d'un autre ou, la maladie, par exemple, pour nous-mêmes, une maladie grave, qui nous rapprocherait de la mort, mais de s'y préparer déjà, dès aujourd'hui, pour l'accueillir sereinement, lorsqu'elle arrivera. Donc c'est une sorte de préparation, se préparer, à la mort. Et que ce soit pour Platon, Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, il convient de se préparer à la mort et de ne pas remettre au dernier moment cette préparation, car la mort peut survenir d'un jour à l'autre, on l'a dit tout à l'heure, elle peut être soudaine et se préparer sereinement à la mort n'est pas toujours possible, ni facile, lorsque l'heure approche, en fin de vie en particulier. Et là, il y a une pensée qui, pour moi, est toujours très forte, que je trouve très forte et très pertinente aujourd'hui encore avec toutes ces maladies, dégénératives, de fin de vie, c'est cette idée que, ce que dit Marc Aurèle dans les Pensées: «Il faut se dépêcher», dit-il, non seulement parce que chaque instant nous rapproche de la mort, mais aussi parce qu'on perd avant de mourir la capacité de comprendre les choses et leurs conséquences. Donc il y a là, on sent vraiment cette urgence d'apprendre à mourir
de penser, la mort pour pouvoir mieux la vivre, lorsqu'elle arrivera. Je vais juste allumer ma lumière, je commence à moins bien voir. Hop. Et donc cette citation et les 2 suivantes que je lirai ensuite transmettent bien ce sentiment d'urgence. Il est temps, nous dit Marc Aurèle finalement, de vivre pleinement sa vie et de penser la mort, de prendre conscience de la valeur infinie de chaque instant et de ce qui dépend de nous, c'est-à-dire faire usage, bon ou mauvais, mais préférablement bon, pour les stoïciens, faire bon usage de ce temps qui nous est donné. Cesser de craindre la mort pour vivre pleinement le temps qui nous est donné, ne serait-ce qu'une journée, celle que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que je veux faire de ce temps, qui m'est donné? En d'autres termes, penser la mort et apprendre à mourir pour apprendre à vivre, justement. Et je peux vous lire les 2 citations suivantes qui reprennent cette même idée. Cette urgence de vivre. Agir, c'est toujours Marc Aurèle dans Les Pensées, au livre 2, qui nous dit: «Agir, parler et penser comme si dès maintenant tu pouvais cesser de vivre». Et puis dans Les Pensées, toujours au livre 7, vivre chaque jour comme s'il était le dernier, sans s'agiter, sans sommeiller, sans faire semblant. Voilà en quoi consiste la perfection morale. Donc l'exercice ici que nous propose Marc Aurèle, qui consiste à imaginer que l'on est en train de vivre son dernier jour, redonne au présent sa vraie valeur et son importance. L'exercice permet de changer de perspective sur notre propre vie et donc de transformer profondément notre manière d'agir. Paradoxalement, l'exercice philosophique qui consiste à visualiser le caractère éphémère de la vie humaine, l'inuctabilité de la mort, conduit non seulement les philosophes antiques à affronter sereinement la mort, mais aussi à mieux vivre l'instant présent. Plus précisément, la conscience de la finitude humaine incite à choisir avec soin ses occupations, et là, je vais vous lire ce passage des Entretiens d'Épictète, qui, que j'aime beaucoup, et qui nous dit ceci: «Ne sais-tu pas que maladie et mort doivent nous saisir au milieu de quelque occupation?» Donc la mort peut être soudaine et on ne sait pas au milieu de quelle occupation, elle viendra. Elles saisissent le laboureur dans son labour, le matelot dans sa navigation, et toi, dans quelle occupation veux-tu être saisi? Et là, on voit bien l'injonction d'Épictète à réfléchir sur, nos occupations, sur ce que l'on fait. Est-ce que ce que l'on fait a de la valeur, a de l'importance? Est-ce que c'est ça que je veux faire et qui est important pour moi? Qui correspond à mon choix de vie? Est-ce que le choix de vie que j'ai fait est celui, que je veux vraiment faire? La pensée de la mort ici, de son imminence, de son apparition soudaine, possible, nous fait, nous questionner sur nous-mêmes et sur nos propres choix de vie, sur nos propres occupations. Donc apprendre à mourir, ou et avoir conscience que la mort, peut arriver un jour ou l'autre pour mieux vivre. Alors, hem, Eric, pose cette question: «Pour accepter la mort et vivre pleinement le moment présent, ne devrions-nous pas nous autoriser à vivre l'expérience d'une mort clinique?» Je ne sais pas, Eric, si, tu veux en dire plus, quelques mots? Moi, j'ai pas d'avis sur la question, j'avoue. Hem, Tu m'entends? oui, Oui, donc non, bah, je pensais que justement, si des individus qui n'ont pas conscience de la mort pour des raisons peut-être d'éducation ou pas, ou qui vivent par procuration à travers leur maître ou leurs parents, je pensais que ceux qui ont vécu ce flash d'une mort clinique peuvent peut-être ben justement se réapproprier leur vie et la conscience qui sont mortels en fin de compte et du moment présent. Et d'où d'où l'intérêt, je pense peut-être de cette expérience. C'est ça ce qui m'était venu à l'esprit.
Voilà Oui, ma merci, je réflexion. comprends mieux, je comprends Ouais. mieux. Mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que n'importe quelle expérience de la mort, pourrait nous toucher, avoir cet effet, finalement? Exactement. Alors, je pense qu'à cette époque-là, ils étaient, bah, Marc Aurèle était confronté à la mort sur les champs de bataille, donc c'était sûrement presque son quotidien. Pour d'autres, ben oui, la mortalité infantile était sûrement un sujet qui était proche, où ils étaient confrontés. Mais dans nos sociétés, je pense que c'est difficile en fait de rencontrer des gens qui sont morts ou même d'être informé de quelqu'un de notre immeuble qui est décédé. De ma propre expérience, j'ai l'impression que les endroits où on discute vraiment vivant de la mort, c'est dans les EMS, mais c'est que ma mère, donc les maisons de retraite, hein, pour reprendre Mmh. une expression plutôt française. Et c'est justement, la question, c'est ou autrement soi-même s'exercer et aller sur un théâtre de guerre ou ou être confronté peut-être dans sa propre vie à un décès. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui vont le connaître sur le tard, ben peut-être que cet exercice, cette proposition pourrait être, je pense en particulier peut-être à des étudiants ou voilà, qui ont envie de donner du sens à leur vie et à leurs ambitions. C'est un petit peu la réflexion que j'avais. Oui, merci Eric. Oui, je comprends bien. Effectivement, je ne sais pas si d'autres personnes veulent réagir, n'hésitez pas. Ça ferait sens, d'un point de vue stoïcien et effectivement, un investissement de manière bénévole, par exemple, dans une maison de retraite, un accompagnement de nos proches mourants, qui est parfois qu'on met un petit peu de côté parfois aussi, par peur de la mort, Mhm. ça peut être effectivement une manière d'être confronté, Ouais, plus personnellement, à la mort et donc de changer son rapport, du coup à la mort et à la vie, ensuite, effectivement. ouais. Après, on peut aussi se dire que tôt ou tard, disons, cette expérience viendra. On a tous des proches qui vont mourir ou qui sont morts et donc voilà. Est-ce qu'il faut forcer la chose, je ne sais pas. L'exercice d'imagination, imaginer sa propre mort ou la mort de ses proches peut déjà être très dur. Donc, Mhm. jusqu'à quel point est-ce que, tout un chacun serait capable de supporter, la mort, aussi frontalement, et de manière volontaire? Je ne sais pas. C'est plein de questions, j'ai pas de réponse, mais, il y a quelques personnes qui réagissent, me semble-t-il, dans le chat. C'est peut-être aussi une manière de s'y préparer aussi, hein, dans le sens où si on se trouve confronté avec un proche, son père ou sa mère qui décède, euh, je crois que ce qu'ils appellent la tempérance, hein, dans le stoïcisme. Voilà, il faut peut-être amortir un peu le choc émotif pour pouvoir continuer sa vie de manière, ben oui, pour pouvoir continuer en fin de compte, hein. Mmh. Donc voilà, oui, c'est un peu cette approche que j'avais. Mmh. Merci Eric. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres, remarques, réactions par rapport à ce que l'on vient de dire, jusqu'à présent? Effectivement, pour rebondir sur ce que dit Aguertis dans le chat, on vit quand même dans des cultures qui sont assez éloignées de la mort, peu de guerres, maladies mortelles et cetera. Bon, il y a eu peut-être cet épisode, covid, qui était, particulier, qui a fait réfléchir, et puis, mais de manière générale, je suis d'accord, effectivement, on l'a mis, mais ça c'est un fait de société. Dans la société actuelle occidentale dans laquelle on vit, on a mis un petit peu la mort, de côté. Je me souviens dans mes cours d'histoire en classe préparatoire je crois que c'était vers la fin du 19e siècle ou même peut-être un peu avant où, hem, on a mis, les cimetières qui étaient au milieu du village, sur la place de l'église, à côté de l'église, on les a mis tout d'un coup, à l'extérieur et je trouvais assez forte comme image
pour représenter ce changement du rapport à la mort, cette mort qu'on laisse un peu de côté, qui se passe plutôt à l'hôpital, dans les maisons de retraite et plus à la Mmh. maison et voilà, je regrette que Blaise Alexandre ne soit pas là pour en parler puisqu'il a, lui-même accompagné récemment, un proche, à la maison, jusqu'à la fin de sa vie et voilà, il en avait parlé en février lors de la rencontre que l'on avait fait à Lausanne. Mmh. Hem et c'est pour ça que je vous parlais du vécu, que nous avions aussi et que lui avait en particulier, puisque c'était justement ça son avis sans trahir, je ne voudrais pas trahir, ses idées, mais c'était ça. C'est l'idée que, on a tendance à mettre la mort de côté, à ne pas penser la mort, à vouloir, voilà, la déplacer en dehors de notre vie quotidienne, et pourtant, nous diraient les stoïciens, ça vaut peut-être la peine effectivement de la côtoyer parce que, ça nous incite, à y réfléchir, et du coup, comme le disent les stoïciens et comme le dit Épictète ici, à mieux vivre ensuite. Oui, parce que je pense que c'est un petit peu dommage que le sujet de la mort soit surtout un sujet de discussion, encore une fois de ma propre expérience, hein, ma humble expérience, que dans des maisons de retraite où les gens, ben voilà, sont là en sachant que leur vie est comptée, qu'ils n'ont plus beaucoup d'utilité dans la vie, en fait, dans la société et ils abordent le sujet assez facilement puisque eux-mêmes voient la dégénérescence de leur corps et de ceux qui côtoient également. Et tout d'un coup, ils voient des groupes de personnes qui disparaissent, avec qui voilà, ils partageaient un repas. Et donc, eux, le sujet est très présent et, est assez facile en fait à échanger. Parce que moi, ben, j'y suis comme bénévole, donc j'ai l'occasion d'aller dans les chambres et parler avec chacun d'entre eux. Certains résistent, certains n'ont pas ouais, ont quelques difficultés encore à approcher, sont dans la résistance, mais je trouverais assez bien, en tout cas, bon, en Suisse, on a le service civil, sauf erreur, voilà, qui pour ceux qui souhaitent pas faire l'armée sont tenus de faire certaines expériences pendant leur début de carrière, où ils doivent passer 2, 3 semaines, par exemple dans des EMS ou autres. Et je pense que ça peut être, c'était une idée que je trouve assez bien de, de côtoyer avec en fait notre unitude en fin de compte, hein. Ça, bien sûr, ça nous renvoie à notre image. Et c'est une expérience parmi tant d'autres. Moi, je pensais plutôt à la mort clinique parce que je pense que c'est un exercice qui est assez rude et qui... Il y a eu un film là-dessus et je pense que ça peut peut-être aider certains individus à retrouver une forme de, voilà, de plaisir et de joie de vivre. Voilà ma réflexion Oui. Merci Eric. Il y a une derrière. réaction de Sandra, dans le chat par rapport à ça qui dit, peut-être assez justement que, la mort, donc fait partie de la vie, mais peut-on l'approcher par la perte de ceux qui nous sont inconnus? Je ne pense pas, dit-elle, Mhm. probablement autre chose. Après alors, ton expérience Eric est peut-être différente puisque, au sein d'un EMS, d'une maison de retraite, ce sont des personnes que tu les côtoies quelque temps avant de mourir, donc il y a un lien qui se crée également, c et donc qui permettent, finalement d'avoir une expérience de la mort qui n'est peut-être pas tout à fait la même que celle d'un proche, mais c'est quand même une relation qui se crée, qui s'établit et donc une personne avec qui Absolument, on a un oui, lien, absolument. réel Ouais, qui se fait aussi qui s'opère aussi. ouais. Ouais, puis on les voit partir, hein, on voit voilà, quand l'heure arrive, hein, donc, et comme ils le savent aussi, et, et donc c'est assez. Mais voilà, après, chacun vit son expérience. Moi, je pensais que j'aurais été particulièrement heurté, et en fin de compte, on accepte d'être dans cet environnement, hein. On accepte. Ouais. Ouais.
Je vous propose, vu que l'heure avance, que j'aimerais bien que l'on passe, en revue Mhm. quelques exercices. Vous pouvez toujours continuer à échanger dans le chat, à poser vos questions, n'hésitez pas. Je vous propose de poursuivre avec la 3e partie, avec ce troisième temps de la rencontre qui est, la méditation de la mort comme exercice, vivre en ayant la mort à l'esprit, là encore avec deux temps. Premièrement, penser la mort au quotidien avec Sénèque, donc un exercice, que nous propose Sénèque, et puis, ensuite la méditation de la mort, écrire la mort au quotidien avec Marc Aurèle, ce qui, fera une très bonne introduction à ce défi, d'écriture qu'est, le défi 28 jours pour apprendre à mourir, qui commence ce week-end. Donc nous savons, que nous allons mourir ou que nous risquons d'affronter la maladie, la douleur, le deuil, et ces événements ne vont pas seulement nous toucher nous, mais aussi nos proches. On ne peut pas éviter que ces événements arrivent, mais on ne peut pas non plus s'arrêter de vivre, lorsque ces événements surviennent. Les philosophes antiques et les stoïciens notamment proposent donc des exercices pour s'y préparer, c'est-à-dire pour accepter pleinement, l'inévitable. Non pas pour ne pas réagir, mais pour, lorsque cela arrive, mais, pour mieux, réagir, et ne pas cesser de vivre, lorsque cela arrive. Donc tout d'abord avec Sénèque, le Sénèque propose de se préparer à la mort en l'ayant en permanence à l'esprit. Méditer la mort permet en effet de mieux vivre, de prendre conscience de la valeur de l'instant et d'être plein de gratitude, pour la vie qui nous a été et nous est donnée. Concrètement, cette méditation de la mort, peut prendre place à différents moments de la journée, comme le suggère ici Sénèque dans les lettres 12 et 49 à Lucilius. Donc je vous lis ces 2 passages, des lettres à Lucilius. «Au moment d'aller dormir, disons avec allégresse, le visage riant: "J'ai vécu"». Si le Dieu nous donne un lendemain par surcroît, recevons-le avec allégresse. Il est pleinement heureux, il a la tranquille possession de lui-même, celui qui attend le lendemain sans inquiétude. Quiconque s'est dit j'ai vécu se lève chaque jour pour une aubaine à recueillir. Voilà, première citation. Et la deuxième, je vous la lis dans la foulée, qui dit plus ou moins la même chose avec des mots différents. Toujours le soir, donc c'est un exercice plutôt du soir, mais que l'on pourrait, dans la première citation, qui se fait le soir, et puis qui ici peut être fait à n'importe quel moment de la journée. Donc euh, un exercice qui peut s'étendre à chaque acte de la vie. Voici ce que dit Sénèque donc dans la lettre 49. Dis-toi quand tu vas dormir, je peux ne pas me réveiller. Quand tu te réveilles, je peux ne plus jamais dormir. Quand tu sors de chez toi, peut-être que je n'y reviendrai pas. Quand tu rentres, peut-être que je n'en sortirai plus. Donc avec cet exercice, ce rappel quotidien, et même, plusieurs fois dans la journée de notre mortalité, les philosophes antiques, et Sénèque en particulier, nous apprennent à être reconnaissants, à éprouver de la gratitude pour, chaque nouveau jour qui nous est donné de vivre. Et cet exercice, je vous ai dit tout à l'heure, n'est pas propre à la méditation de la mort, la pensée de la mort n'est pas propre au stoïcisme, on la retrouve chez d'autres auteurs, d'autres philosophes, mais aussi d'autres auteurs comme le poète, Horace, au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui dit quelque chose de similaire dans l'épître, dans une de ses épîtres. «Persuade-toi que chaque jour nouveau qui se lève sera pour toi le dernier. C'est alors avec gratitude que tu recevras chaque heure inespérée. Recevoir en reconnaissant toute sa valeur, chaque moment du temps qui vient s'ajouter, comme s'il arrivait par une chance incroyable.» Voilà, donc on a, cette, disposition, intérieure, qui, est celle de la gratitude, de la reconnaissance, de l'allégresse de vivre, et qui vient de la conscience quotidienne, du fait que, c'est peut-être la dernière heure, la dernière fois que je fais telle ou telle chose, que je vois telle ou telle personne. Hem, voilà, premier exercice. Le deuxième exercice que je voulais vous présenter
C'est un exercice d'écriture, évidemment avec Marc Aurèle, les pensées pour moi-même étant un exercice d'écriture. Les pensées de Marc Aurèle n'ont pas été destinées pour être publiées. C'est un écrit, qui est personnel, une sorte de journal qu'il écrit, de formules brèves, plus ou moins brèves, mais de formules brèves souvent, qu'il écrit pour se rappeler les principes de la philosophie stoïcienne et s'encourager lui-même, à bien vivre. Et donc écrire la mort, est pour Marc Aurèle, un exercice en soi, qui lui permet, d'apprendre, à mourir pour apprendre à vivre, comme on l'a vu, tout à l'heure. L'écriture peut être en effet un bon moyen de se préparer à sa propre mort, mais aussi à la mort de ses proches et c'est ce que fait Marc Aurèle tout au long des Pensées. Je vais, vous donner quelques exemples. Par exemple, au livre 6, voici ce qu'il dit: «Combien de personnes avec qui je suis entré dans le monde en sont déjà sorties?» Là encore, la pensée de toutes ces personnes avec qui, je suis né, mmh, toutes les personnes qui sont nées la même année que moi, par exemple. Pensez quelques instants au nombre de ces personnes qui ne sont plus, qui ne sont déjà plus. Et moi, je vis encore. Et évidemment, cette pensée-là va nous remplir de gratitude pour le fait d'être encore vivant et pour les années, le temps qu'il nous reste à vivre. 2 autres pensées, 2 autres formules brèves, de Marc Aurèle qui nous permettent par l'écriture de méditer sur la mort. Dans un instant, tu ne seras plus que cendre ou squelette, un simple nom ou pas même un nom. Et puis, il y en a d'autres, hein, il y en a vraiment pour ceux qui ont déjà lu Les Pensées, vous savez que ce sont ces méditations sur la mort, ces memento mori, pour Marc Aurèle sont vraiment très, très, très récurrentes, dans Les Pensées. «Encore un peu et tu fermeras les yeux, et celui qui t'aura porté en terre, un autre déjà le pleurera». L'objectif de toutes ces écrits de Marc Aurèle, de cet exercice d'écriture, ce memento mori qu'il, s'applique, à réaliser, chaque soir ou en tout cas régulièrement, consiste à se rappeler sa propre mortalité et se représenter le peu de temps qu'il nous reste à vivre pour ne pas perdre, précisément ce temps précieux qui nous est donné de vivre et vivre pleinement les heures ou les jours Allez. ou les années, qui nous sont données. C'est à ce moment-là, voilà, c'est à ce moment-là que je voulais vous parler de cet exercice d'écriture que Stoa Gallica vous propose sous l'impulsion de Delphine, notamment qui nous a invités à traduire, ces exercices d'écriture, 28 jours pour apprendre à mourir, et qui commence demain. Je ne sais pas Delphine, j'ai cru te voir tout à l'heure, si tu veux dire un mot sur ce défi des 28 jours pour apprendre à mourir? Mais en tout cas, il me semble que ce que j'ai présenté de Marc Aurèle montre bien un petit peu l'état d'esprit dans lequel ce défi prend place. Alors par rapport à tout ce que tu as présenté, oui, c'est vraiment une très, très bonne introduction par rapport, au défi qui va commencer dimanche et dont nous aurons la première visio demain. C'est exactement dans le thème et dans les il y a même des textes, si je me souviens bien, que nous allons, retrouver et reprendre et approfondir. Parfait. Alors, je vous propose, puisqu'on a présenté quelques exercices, d'en réaliser un. Comme ça, vous n'aurez pas seulement été en posture passive, mais vous aurez pu réaliser un exercice. C'est un exercice, qui est tiré de l'excellent livre «Comment devenir un philosophe grec», exercice pratique de Marc-Antoine Gavray et Gaël Jean-Marc, que, Alice Hanagi a reçu, récemment sur notre, podcast, le podcast de Stoa Gallica. Et il y a un exercice qui concerne, l'apprentissage, de la mort et la méditation de la mort. Un exercice très concret que je vous propose. Je vous propose, de lire simplement la manière dont il présente l'exercice et de le réaliser. C'est un exercice à faire individuellement qui va nous prendre, 2 minutes, donc c'est pas très long. Donc l'exercice que je vous propose de faire aujourd'hui consiste
à dire au revoir à un mortel. C'est un exercice d'écriture, et je vous lis, l'exercice tel qu'il est présenté dans le livre, «Comment devenir un philosophe grec». «Nos enfants sont mortels, nous le savons», disent les auteurs, «comme le sont aussi nos parents, nos meilleurs amis, nos collègues et nous-mêmes. Pourquoi l'oublier? Nous le savons, mais c'est un savoir passif, qui ne modifie rien à notre façon d'être. Dommage, car nous perdons là une occasion de goûter la saveur précieuse de chaque instant, de chaque formule, et même du plus banal au revoir.» Et c'est justement ce que propose cet exercice, de dire au revoir à un mortel comme si c'était la dernière fois que l'on disait au revoir à cette personne. Je poursuis la lecture. Tentez donc de dire au revoir par écrit à une personne proche, comme à un être mortel, en sachant qu'il est possible que ce soit la dernière fois que vous lui dites au revoir, que vous pouvez lui dire au revoir. Pensez que c'est peut-être la dernière fois que vous la voyez, ou que votre phrase sera peut-être la dernière qu'elle entendra de vous. Pas besoin d'être dramatique d'ailleurs, car la possibilité subsiste, on ne sait jamais, qu'aucun de vous deux ne meure avant vos retrouvailles. Nous ne sommes simplement pas toujours conscients de notre nature éphémère, et cet exercice, c'est là ce qu'il vise à nous faire comprendre par l'écriture. Et si d'aventure ces retrouvailles ont lieu, il s'agira de s'en réjouir. Quelle chance merveilleuse de vivre ensemble quelques instants de plus. Ce que je vous propose maintenant, c'est un exercice individuel à faire, c'est de prendre 2 minutes pour écrire un mot en ayant quelqu'un de précis en tête, une personne à qui vous voulez dire au revoir, en ne sachant pas, si vous pourrez la revoir, ou non. Donc 1 ou 2 phrases suffisent, c'est peut-être très court, comme si vous envoyiez quelques lignes, un texte, un message écrit, un mail, un SMS, en ayant à l'esprit que cette personne, comme vous-même, est mortelle. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous pouvez l'écrire sur un bout de papier, vous pourriez même l'envoyer directement à cette personne si vous avez votre téléphone, à portée de main, ou votre mail. Je propose de prendre 2 minutes pour, que chacun le fasse, hem, individuellement. Voilà, les 2 minutes sont passées, je pense, en tout cas, moi, j'ai eu le temps de mon côté de réaliser l'exercice. Alors, je ne vais pas vous demander de partager ce que vous avez écrit, c'est tout à fait personnel, et comme je le disais, vous pouvez, pousser l'exercice jusqu'à l'envoyer à cette personne, ce message, si vous le souhaitez. Peut-être ce que l'on peut partager, ce que vous pouvez partager, c'est, l'effet que cet exercice, a pu avoir ou peut avoir sur vous, si vous avez, envie aussi de partager bien sûr ce ressenti. Hem,
Ça peut être intéressant, de voir un petit peu, quel est l'effet de cet exercice. Oui, Claude? Oui, merci beaucoup. J'ai eu récemment le téléphone d'un de mes cousins qui m'a averti qu'il avait fait appel à Exit et qu'il arrêterait sa vie dans 15 jours. Ma première réaction a été d'être un peu choqué et ensuite, je l'ai rappelé puis je dis: «Beh, si tu es d'accord, il faut qu'on mange ensemble» et parce qu'en fait, c'était juste, 1 jour dans la semaine où j'allais manger avec lui. C'est comme ça que je l'ai pris, pas comme un dernier repas qui fait émotionnellement trop fort. Je me suis juste dit: «Tiens, ben, je monte chez toi et je vais te et on mange ensemble». Et on a discuté, il m'a parlé de ce qu'il voulait, pourquoi il l'avait choisi, pourquoi il était soulagé et on n'a pas j'ai vraiment apprécié ce moment gustatif de manger ensemble avec sa femme et c'était un bon moment et quand je suis parti, je l'ai comme il allait se reposer, je lui ai dit: «Fais une bonne sieste et prépare-toi pour ton repas ce soir» où il recevait des cousines auxquelles il tenait beaucoup et c'est tout. Je ne pouvais pas lui dire quelque chose. Je ne pouvais pas lui dire: «C'était de bons moments». Je trouve que dans le cas de quelqu'un comme lui qui a fait appel à Exit, qui a fait un choix, donc ça dépend de sa volonté. Il a fait le choix entre la dichotomie, d'Épictète, ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. Lui, il a décidé de mourir. Ça, c'est un autre cas de figure qui existait certainement du temps des impériaux, mais qui, à l'échelle à l'aune de l'actualité suisse, prend une coloration toute différente. Mmh. Voilà, merci. Oui, merci. Sylvain, tu as levé la main? Oui, bonjour à tous. Mais pour moi, c'est un exercice que je pratique au moins toutes les semaines, voire tous les jours, parce que j'ai deux parents âgés qui habitent dans un autre pays que le mien et que j'appelle toutes les semaines en pensant à chaque fois que ça pourrait être la dernière fois. Euh, alors en fait, je me contente juste d'avoir une conversation agréable puis de les remercier pour le bon moment que je viens de passer. Mais l'effet que ça a, par contre, c'est quoi qu'il puisse se passer après, pendant la semaine qui va éventuellement nous séparer de la conversation suivante, je n'ai aucun regret, en fait. Tout, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il n'y a pas ce sentiment de si j'avais su, j'aurais dit ça, si j'avais su, j'aurais fait ça. Non. Le simple fait, et même si le message n'est pas directement au cas où tu meurs pendant la semaine, j'étais content d'avoir un bon moment avec toi. Non, c'est pas aussi explicite que ça, mais en ce qui me concerne, j'ai le sentiment et la satisfaction d'avoir bouclé la boucle à chaque fois. Et c'est un exercice que je me force à appliquer aussi à chaque fois que mon conjoint part au travail. Je l'accompagne à la porte, je lui souhaite une bonne journée, et lui, il sait ce que ça veut dire, par contre. Mmh. Il sait que c'est peut-être la dernière fois, puis que je voulais juste dire une dernière fois à quel point tu as lui avant qu'il parte. Comme ça, quoi qu'il se passe, je suis serein, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, c'est tout. Merci Sylvain. Je vais lire aussi ce que Juliana a partagé sur le chat, qui est souvent la réaction, l'effet principal de cet exercice. Pour moi, ça avait été un côté de partager ma gratitude vis-à-vis de ce que la relation comportait et Valérie dit pareil. Donc effectivement, c'est souvent et moi aussi, si je relis ce que j'ai écrit, c'est souvent dire merci à l'autre, merci pour cette relation qui existe et puis, personnellement, ça me remplit aussi de gratitude pour l'existence de cette relation. Voilà, donc et je rejoins aussi ce que tu disais Sylvain, sur le fait que, ça peut nous éviter d'avoir des regrets, de ne pas avoir dit ce que l'on voulait dire à la personne, comme tu disais par rapport à tes parents. Donc effectivement, je rejoins, aussi ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager sur, l'effet de cet exercice? En tout cas, je vous remercie d'avoir joué le jeu, heu et d'avoir participé, ce soir à cette rencontre. Je vous invite bien évidemment pour poursuivre la discussion, les échanges et continuer de s'exercer, à
vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à, cet atelier d'écriture, cet exercice d'écriture, ce défi, 28 jours pour apprendre à mourir. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain pour ceux qui seront là pour la visioconférence de lancement, ou à d'autres occasions, d'autres lieux, pour échanger. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous et à bientôt.